Bonjour, mon nom est Michel Levert et vous regardez Pèlerinage de notre voisinage, une émission qui vous fera découvrir l'histoire de notre région au travers des monuments historiques. Nous débutons une première série d'émissions en nous concentrant sur la plus vieille église de notre région, celle de Clarence Creek. Alors, nous ferons découvrir l'historique de l'église Sainte-Félicité, ses entrailles et surtout sa paroisse. Alors, sans plus tarder, bonne écoute. Bon matin à tous, bienvenue à l'émission. Nous avons deux invités très spéciaux ce matin, Mme Françoise Beauchamp et M. Michel Jubinville. Alors, on commence avec vous, Mme Beauchamp. Oui. Parlez-nous un peu de la famille Beauchamp. Je pense que la famille Beauchamp était une des premières familles Oui. ici. C'est ça. Mon arrière-grand-père s'appelait Charles Beauchamp. Il avait marié Angélique Cloutier. Et puis, ça demeurait sur le bord du Québec. Il venait de Saint-Augustin. Et puis, avec d'autres hommes, là, il y avait Jean-Baptiste Thivierge, M. Jean-Baptiste Thivierge, Charles-Henri, un certain M. Giroux, F.X. Giroux, puis mon grand-père, sont partis de cet endroit. L'arrière-grand-père, il venait de Saint-Augustin, et puis les autres, probablement de Saint-Scolastique, hein, Michel, les alentours. Beaucoup de nos ancêtres viennent de ce coin-là. Ce qui est maintenant Mirabel, on a Saint-Scolastique, Saint-Augustin, Saint-Eustache. Moi-même, mes ancêtres sont venus de là aussi, des deux côtés, et de mon père et de ma mère. C'est ça. Ils sont venus de ce coin-là. Alors, Mais tantôt, on discutait, vous êtes quand même un peu... Oui. Un peu pareil. Assez près, là. Assez Parce près. que, oui, mon arrière, Charles, il a eu 17 enfants. Et puis, mon grand-père, Hector, il était le 17e d'une famille de 17, mais il y en avait 13 de vivants. Puis, ils sont tous nés à Clarence Creek. Et puis, à défricher, à travailler fort. Michel? Oui. Puis ton grand-père Hector a marié Martine Lavictoire. Alors, moi, ma mère, c'est une Lavictoire. Alors, c'était, là, on se trouve être petits cousins. Là, et on en retrouve partout dans la paroisse, parce qu'à ce temps-là, quelques-uns de nos hommes, des hommes, retournaient chercher une femme à Saint-Augustin ou dans ces coins-là, mais la plupart du temps, ils se mariaient dans la région ici, avec quelques familles qui avaient déjà d'installer dans ce coin-ci. C'est ça. Alors, c'est sûr que la paroisse Sainte-Félicité, vous avez quand même entendu parler avec vos familles qui ont construit cette paroisse. Oui. Parlez-nous un peu de ça, les histoires qu'ils vous ont contées, ou ce que vous vous rappelez de Sainte-Félicité. Où est située l'église, le cimetière? Oui. Le terrain appartenait à quelqu'un avant. Ça a été donné, j'imagine? C'était beaucoup des terres ici appartenaient à la couronne. Ah bon, OK. Et quand les cantons ont été faits, si on parle de la formation des cantons, c'était des chaînes de 3000 de long. Oui. Puis là, ils installaient la concession, puis ces choses-là. Et à ce moment-là, comme c'était une terre de roche, ça n'avait pas été cultivé. On dit que ça a appartenu, à un moment donné, à M. Caron, qui a été un des premiers curés ici. Et qui, lui, avait légué ça. Il a fini par léguer ça. Le presbytère était comme sa propre maison. Et il a légué ça, après ça, à la paroisse. Ah bon. Et là-dessus, même en avant, on a, à l'avant de l'église, le roc avançait dans la rue Landry. Et la rue Landry faisait une courbe pour éviter le rocher. Ah oui. Et il y avait un numéro là-dessus. Et on assume que le numéro indiquait le nombre de pieds au-dessus du niveau de l'eau. Ça, c'est des hypothèses à ce moment-ci. Merci.
Et disons que si on parle au niveau des ancêtres, de mes ancêtres, la victoire, alors il y a eu Jean-Baptiste et son demi-frère Éloi. Et Jean-Baptiste, on l'appelait, et ça, on n'a pas été capable de retrouver ça. Pourquoi? On l'appelait le vieux Jacques. Alors, pour ça que dans le livre de la paroisse, on l'a appelé Jacques. Et il y avait un nom, Bénèche-la-Victoire. Alors, comme ils étaient les deux, lui est arrivé déjà avec son épouse, et Éloi est arrivé, son demi-frère est arrivé sans épouse. Alors, lui s'est marié ici. Et les deux ont travaillé à la première construction de la chapelle, qui était une chapelle en bois. Et là, à ce moment-là, après la construction, alors ils sont devenus ont défriché leur terrain, puis ont ouvert la colonisation. Et là-dessus, c'est que il semblerait que l'évêque a décidé d'appeler la paroisse Sainte-Félicité, parce qu'il semblerait qu'il y avait pas mal de dames qui s'appelaient Félicité. Et peut-être que ça l'a inspiré, parce que la mère de Jean-Baptiste et la mère d'Éloi s'appelait Félicité. Alors, c'est peut-être une inspiration qui sont servies pour nommer la paroisse Sainte-Félicité. Alors, M. Jubinville, on a parlé de la chapelle de bois. Il est venu après une autre chapelle, ou la première église. Oui, c'est ça. Alors, la première église, on parle qu'elle a été construite, disons que la première pierre a été bénie par Monseigneur Guigue, qui était l'évêque à ce moment-là de l'archidiocèse d'Ottawa. Et c'était le curé Boucher qui était prêtre ici à ce moment-là. Et ça l'a pris 1 an et demi à la bâtir. Et elle a été... il y a eu une cloche qui a été apportée on parle à ce moment-là de 1868. Et la cloche a été installée au clocher en 1871. Et on a une érection du chemin de croix qui s'est fait. On parle de 1878. Et à la suite de ça, comme les familles devenaient de plus en plus nombreuses, alors on a décidé de mettre cette église-là de côté et de bâtir une deuxième église. Et cette église-là a commencé à être bâtie en 1876 et elle a été bénie en 1889. Ce qui est intéressant, c'est que je peux vous lire le texte qui a été dit lors de cette bénédiction de l'Église. Parce que ça nous donne beaucoup d'informations. Technique, mais très intéressant. Le 19e jour de mai 1889, nous, Soussignés, archevêques d'Ottawa, avons béni avec les solennités prescrites la première pierre de la nouvelle église paroissiale Sainte-Félicité de Clarence Creek. Cette nouvelle église en pierre doit remplacer l'ancienne qui a été détruite parce qu'elle était trop petite et pas assez convenable. Le sentiment religieux des paroissiens exigeait un temple plus digne de la majesté du Dieu Tout-Puissant. Ont été présents à la cérémonie un grand nombre de fidèles et plusieurs membres du clergé. La façade a 68 pieds de longueur en dehors. La hauteur en dedans, au-dessus des tambours, est de 45 pieds. Les plans ont été tracés par Victor Roy, architecte de Montréal. La maçonnerie a été faite par Onésime Martineau de Sainte-Marthe. La charpente par Louis-Joseph Fauteux de Saint-Benoît. Les syndics ont été Léon Laviolette, Magloire Landry, Adolphe Bussière et Israël Jubinville. La première messe, qui a été une messe pontificale, a été chantée par nous, archevêques Soussignés. Alors, ça nous donne une bonne idée. Ouais. Et je peux vous donner l'indication que Israël Jubinville se trouve mon arrière-grand-père. Alors, des deux côtés de la famille, et tu mentionnais tout à l'heure l'intérêt qu'on avait pour cette histoire-là. Alors, moi, j'ai des racines très profondes des deux côtés de ma famille dans cette paroisse-ci. C'est intéressant de voir la deuxième église, lorsqu'on l'a bâtie, ça l'a pris au-delà de 10 ans. Mais je pense que les gens vont comprendre, lorsqu'on va rentrer dans les entrailles de cette église, pourquoi ça prend du temps de bâtir une église de cette ampleur. Fait que ça va être très intéressant. Les gens je pense, vont comprendre l'aspect de, comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça, l'aspect d'architecture d'une église, avec les histoires que vous nous donnez. Et puis, et ça a travaillé. Les gens travaillaient fort. C'était tout bénévole, beaucoup. C'est ça. Parce que quand tu y penses, les premiers colons et pionniers, c'était une forêt vierge. Là. Il n'y avait rien, c'était du bois. Hein? Donc, avant de bâtir une église, il fallait un petit pas, là, puis c'est ça, comme vous dites. Là, défricher, puis... défricher, puis... La préparation du site, etc. C'est ça. Il y a des éléments qui racontaient que l'histoire, parce qu'on regardait un lieu
disons, au coin du chemin Baseline et de la rue Landry maintenant, parce que c'était comme un peu la première approche qu'on avait du village, de la bâtir, l'église là. Maintenant, on a changé de lieu parce que c'était un trou de terre noire. Alors, il n'y avait pas de fondation assez solide. Alors, on a trouvé ici cette colline de roches, de rocher qui surplombe tout le village et on a décidé de la bâtir. Clocher de haut, là. Oui, Ça a un beau site. Et une anecdote, puisque vous faites le tour des églises, une anecdote assez intéressante, c'est que quand Saint Pascal a décidé d'avoir son église, ils ont demandé à la paroisse ici pour transporter les monuments et les corps qui venaient de Saint-Pascal pour le cimetière de Saint-Pascal, pardon. Et à ce moment-là, les syndics qu'on appelait, ici, ont dit oui, il n'y a pas de problème à transporter les monuments. Mais pour transporter les corps, vous devez demander à du monde plus officiel, parce que là, ça demandait des permissions bien spéciales. Alors, il semblerait que ça n'aurait pas été fait à ce moment-là. Si on regarde un petit peu les questions des finances, c'est qu'à ce moment-là, moi, je m'en souviens encore un petit peu, c'est qu'à chaque fois qu'on venait à l'église, on payait pour notre banc. Oui. Hein? On payait, moi, je me souviens, je pense que mon père donnait un 10 sous. Là, Ouais, c'était ça, moi aussi, je me souviens, c'était 10 sous. Là. Pour avoir un banc. Et on regarde, par exemple, de 1868 à 1871, on parle de revenus pour les bancs de 500 $. Alors, la paroisse vivait assez maigrement. J'ai ici une recette de 1876. Les recettes étaient de 692 $ et les déboursés de 285. Alors, on faisait notre budget à partir de ça. Et il y a eu des années, par exemple, on regarde en 1934, durant la dépression, à ce moment-là, on a eu un déficit de 2500 $ parce que les gens n'avaient pas de sous pour payer au niveau de l'Église. Hein. Et lorsqu'il y avait un déficit quand même assez important dans le temps, on se tournait où? Bien, moi, selon les syndics, parce que, bon, juste question d'expliquer un peu les syndics, c'est les ancêtres des marguilliers. C'est eux autres qui administraient l'Église. Aujourd'hui, on appelle ça le Conseil des affaires temporelles. Ça a été aussi un comité de finances qu'on retrouve aussi. Et dans le temps où on a fait des emprunts pour bâtir l'Église ou l'affaire, c'était les syndics qui hypothéquaient leur propriété pour être capable d'avancer des fonds pour bâtir l'Église. Et tranquillement, on leur remettait des sous. Alors, il fallait qu'il y ait la foi très solide pour décider d'investir dans... Une foi extraordinaire. Et puis croire en le projet aussi. C'est ça. Ouais. Et on a un autre événement, on parle de 1937, c'est que les gens de Clarence Point, alors, on a toute la famille des Guibard qui étaient très présents et qui sont encore présents à Clarence Point. C'est que le 18 décembre 1936, on a présenté le fait qu'on voulait que les gens de Clarence Point aillent à l'église de Wendover plutôt que de venir ici. Parce que les raisons, et c'est assez intéressant de lire les raisons, la distance de 3000 en moins pour se rendre à l'église Saint-Benoît-Labre de Wendover, la difficulté que leur présentaient les chemins. En certains temps de l'année, pour se rendre à Clarence, lorsque ceux-ci qui conduisent à Wendover sont toujours d'accès plus facile. Alors, la question des chemins est encore présente dans ce temps-là. Et le fait que l'école fréquentée par leurs enfants se trouve sur le territoire de Wendover. Alors, ils avaient accepté à ce moment-là que ce coin-là se retrouve à Wendover. C'est très intéressant. Malheureusement, on doit prendre une pause à l'émission, mais on vous revient dans quelques instants. Dans la crainte du Seigneur. Après la mort de son mari, elle se consacre aux bonnes œuvres. Ces exemples issus de sa famille encouragent les chrétiens à se montrer dignes de leur foi. Alors, nous voilà de retour à l'émission. On a parlé des débuts de l'Église, de la nouvelle Église qu'on a bâtie, qui a pris entre 10 à 11 ans, je crois. Alors, si on peut reparler de votre belle Église, jusqu'à maintenant, toutes les rénovations qui ont été faites, ou peut-être ce qui a été ajouté à l'Église, les ajouts. M. Joubinville,
Vous me surprenez tellement comment vous connaissez l'histoire de... Bien, je dois dire que je suis le président de l'Association des familles Bénèche-la-Victoire. Ah, et voilà. Alors, on a fait pas mal de chemin au niveau des recherches à ce niveau-là. Et oui, au niveau de notre église, et là, disons qu'après la construction et la finale, ça a été, bon, il y a eu des achats de cloches, il y a eu des installations, quelques installations qui ont été faites, mais disons que le plus gros changement s'est fait autour des années 75 à peu près, où, à la suite du Concile Vatican II, la tendance était, bien, d'abord, le prêtre maintenant disait la messe face aux fidèles, alors qu'avant ça, il était le dos tourné aux fidèles. Alors là, on avait, tout le maître-autel qu'il y avait à l'arrière, dans le sanctuaire, a été enlevé au complet. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent le fait que ça a été enlevé, parce que c'était bien travaillé aussi. La Sainte-Table a été enlevée. Le tabernacle qui était à l'arrière s'est trouvé sur l'autel, parce qu'on avait quand même 2 autels latéraux. Alors, le tabernacle s'est trouvé sur le côté gauche, quand on regarde, et sur le côté droit, ça a été les fonds baptismaux. Et là, on a eu de la peinture qui a été faite, le plafond a été repeinturé, beaucoup de caractéristiques se sont retrouvées à être un peu comme cachées de ce qu'était la première version. On a refait une importante rénovation où les nouveaux chandeliers ont été posés dans le milieu de l'église. C'était des chandeliers qu'on retrouvait presque quand l'église a été électrifiée, c'était des chandeliers semblables à ça qu'on retrouvait à ce moment-là. Et ils ont été posés. Et ça s'est fait beaucoup à travers les dons de paroissiens. Pour parler un petit peu des dons, je pense qu'il faut mentionner sûrement l'apport financier de l'UAPCC, qui est l'Union des associations paroissiales de Clarence Creek, qui regroupait 8 associations. Et la première rénovation de 73-75, ils ont contribué énormément. Beaucoup. L'association existe encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Par après, on a moins de rénovations qui sont faites, mais il y a eu énormément de rénovations à l'extérieur. On a fait le tour du toit, qui était un toit de tôle, qui est devenu maintenant un toit de bardeau. Et ça, c'est quand on regarde le travail de ça, c'est très onéreux financièrement de maintenir ces rénovations. Le gaz naturel. Ça nous a permis d'épargner beaucoup au niveau du chauffage à ce moment-là. Ouais. Je pense que les églises qui ont la chance d'avoir le gaz naturel ont profité énormément des installations. Il y a du monde qui sont généreux. Il y a du monde qui sont généreux aussi dans la paroisse. Je pourrais vous dire un petit mot sur les curés qui ont été présents à la paroisse. Alors, il y a eu un curé qui s'appelait François Michel, mais il était prêtre missionnaire. Il s'occupait d'un vaste territoire, Buckingham, Torso, l'autre côté de la rivière, et tout le canton de Russell. Alors, Cumberland, je ne pense pas qu'il y avait de traversée à ce moment-là, alors il devait le faire en bateau pour venir célébrer les messes. Alors, c'est lui qui venait célébrer ici le premier prêtre, mais il n'y a jamais eu de résidence. Il se retrouvait toujours dans le coin à Buckingham. Ensuite, il y a eu le curé Thomas Caron. On a d'ailleurs une plaque à l'intérieur de l'église. Il est considéré comme étant vraiment le premier curé résident dans cette paroisse-ci. Et ensuite, on a eu le curé Poulain, qui a été pendant plusieurs années curé à la paroisse ici. Et c'est le curé Leduc que tu me parlais, qui était décédé. Alors, Rémi, là, que vous avez connu, là, il était un petit garçon, il servait à la messe. Et puis, il arrive à la maison, tout énervé. Maman, il dit, curé Leduc est mort. Une crise de cœur, puis il était mort à côté de l'hôtel. Là. Que le jeune, que c'était le curé Leduc. Ouais. Ensuite, il y a eu le curé Rollin. Et je vais vous révéler un petit secret. Mon père était fermier. Et dans le temps de la guerre, il fallait qu'il achète son gaz avec des coupons. Ouais. Mais parce qu'il était fermier, on livrait le gaz à la maison. Et pour mettre le gaz dans le tracteur, on devait mettre une teinture dans le baril d'essence. Et le gaz qu'on mettait, l'essence qu'on mettait dans les autos n'avait pas de couleur.
Alors, mon père recevait l'essence, connaissant bien la personne qui le livrait, ne mettait pas de couleur dans son 45 gallons d'essence pour le tracteur. Et à ce moment-là, le curé Rollin passait remplir quelques 5 gallons d'essence pour ses propres services. Alors, il a sûrement été pardonné pour ces Je choses-là. compter quelque chose en passant. À côté de l'église, là, il y avait une petite maison. C'est la maison du Bédot qui appelait là. T'sais. Puis ma soeur, la plus vieille, là, en tout cas, à cette époque-là, il allait travailler aux maisons privées. Hein. Puis la madame, c'est monsieur et madame Brucher. Puis elle avait eu un bébé. Et puis il fallait que Thérèse, ma soeur, soit là à 6 heures le matin. Puis un bon matin, ma mère a mal vu au cadran. Il était à 5 heures, puis elle a vu 6 heures. Fait que Thérèse, lève-toi, t'es en retard. Fait que Thérèse, elle s'est fiée à ma mère. Hein? Fait que elle arrive, la porte à barrer. Hein? Fait que petit bédin, fait que là, elle fait la commission. M. Richer s'est fié à Thérèse. Fait que M. Richer s'en va sonner l'Angélus de 5 heures le matin ou de 6 heures. Curé Rollin, il dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe ce matin? À tes cas, Ça a déboulé d'un... Excuse. Hein? C'est bien. Mais c'est bien ce que vous dites de la couleur dans l'essence. Je ne savais pas ça. Mais aujourd'hui, c'est encore la même chose, la couleur dans le diesel, Oui, pour c'est ça. l'utilité dans les fermes Oui, ou sur la route. Oui. Ça, c'est intéressant. Parce que dans ce temps-là, le diesel, c'était plutôt l'essence, c'était moins le diesel. Oui, c'est ça. Et à la suite de ça, on a eu le curé Louis-Léon Binette. Et c'est à ce moment-là aussi que l'aréna a été bâti. Et selon le curé Binette, c'était un peu un lieu de perdition, ça, l'aréna. Ah oui, C'était un lieu de rencontre. oui, ça est devenu... Mais à l'époque, tous les lieux de rencontre étaient des lieux qui étaient... Des danses. Oui, c'est ça. Et ça a été suivi du curé Séguin, qui a été ici... Gros changement. Oui, de 68 à 74. Alors, il a été un bon bout ici. Et c'était un homme très près des gens et on a voulu l'honorer en... Je me souviens que quand il est arrivé ici, il venait d'Orléans. Et puis, dimanche après-midi, j'étais assis sur la galerie avec ma famille. Et puis, des jeunes, ils venaient d'ici, de l'église, ils descendaient à la côte. Quand ils ont passé près de la maison, ils ont ralenti, ils ont dit « Ayez-en bien soin! » Les jeunes, ça. Ouais. Alors, par la suite, on a eu le curé Gosselin. Moi, j'étais absent dans la région ici parce que j'ai passé une douzaine d'années dans le nord d'Ontario à l'enseignement. Alors, j'ai connu moins le curé Gosselin. Il était ici pendant 4 ans. Ensuite, on a eu le curé Laframboise, qui était l'ordre des frères prêcheurs, un dominicain. Et un original, très original, et un bon vivant. Il circulait avec les gens. Et, il y avait un de ses frères se trouvait dentiste à Cornwall. Alors, on avait eu... Et le suivant était un fils de la paroisse. Jean-Paul Huppé est venu, natif de Clarence Creek, et il est revenu faire son ministère ici pendant 4 ans, de 1980 à 1984. Il est maintenant décédé. Et c'était sa sœur, Évelyne, qui était ménagère. Secrétaire de la paroisse. Et ensuite, on a eu l'abbé Jean-Roch Saint-Laurent, qui était de la communauté des Eudistes, qui a été ici 7 ans. Alors, c'était un homme pieux et très, très facile d'approche. C'est ça, oui. Et après ça, on a eu Broni Puccella, qui était d'origine polonaise. Alors, et Broni a été le dernier curé unique à la paroisse Sainte-Félicité. Alors, après qu'il ait été prêtre ici pendant quelques années, il a été remplacé par Marcel Léger. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et Marcel, à ce moment-là, était responsable de Hammond et Clarence. Oui. Alors, pendant de nombreuses années, et on l'aidait beaucoup à faciliter sa tâche dans la répartition de la paroisse. Et après ça, on a eu pendant quelques années Louis Fossier, et lui a été responsable, avec un prêtre qui l'assistait, des 4 paroisses, de Hammond, Bourgette, Saint-Pascal et ici. Il s'occupait plutôt des 2 paroisses, Hammond et
Clarence Creek, et l'autre prêtre s'occupait plutôt de Bourgette et Saint-Pascal. Et enfin, on a Jonathan Blake, qui est avec nous depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans le futur pour votre belle paroisse? Est-ce qu'on a des, On a des plans futurs? On a des inquiétudes aussi. Des inquiétudes. Bien ça, je pense que toutes les paroisses en ont. Ouais. Mais La religion catholique, on a comme partout ailleurs aussi, là, on a des inquiétudes. Ça demeure, je pense que ce qui est important, c'est de demeurer autonome. Ouais. Quand on regarde la fondation d'une paroisse, il y a 3 éléments. C'est d'abord, il y a une communauté de foi, qui est un groupe qui désire se rassembler au nom de l'Évangile. Et ensuite, il y a des infrastructures qui font que la paroisse peut s'administrer. Et en fin de compte, il y a une vitalité financière. Absolument. Alors, c'est les 3 éléments qui sont fondamentaux à toutes les paroisses. Et je pense qu'actuellement et dans le futur, on a encore tous ces éléments-là qui sont présents. Et de plus, nous avons ouvert notre Église à la communauté Saint-Edith Stein de Rockland, qui était à l'école Saint-Patrick à Rockland et qui maintenant, on loue l'Église pour leur service dominical et les services dans la semaine lorsqu'il y a funérailles ou d'autres activités comme ça. Alors, ça fait 1 an et demi que ça fonctionne et on doit renouveler l'entente sous peu à ce niveau-là. Alors, il y a de l'ouverture à ça. Ça demeure que notre paroisse vieillit et qu'à ce moment-là, nous devons faire des efforts pour aller chercher les plus jeunes familles. Cependant, les plus jeunes familles ont encore de l'intérêt au niveau des baptêmes, de faire baptiser leur enfant, au niveau de la première communion et au niveau de la confirmation. Alors, il y a des intérêts qui se manifestent là. Mais la foi est toujours là. Oui, absolument, absolument. Quand on regarde la pastorale qui se passe dans notre école, c'est une pastorale qui est très vivante et les jeunes enfants de la paroisse se trouvent là. Alors, il faut vraiment développer un lien fort entre la pastorale qui se passe dans notre Église et la pastorale de l'école. On a une très belle chorale aussi. Oui. Une très belle chorale, c'est très Absolument. Je pense qu'en fait, pastorale, c'est très bien. Puis je pense que l'aspect financier, écoutez, c'est là depuis... Oui, c'est pas pire. Depuis longtemps, oui. Pour les églises en général. C'est ça, en général, c'est écoute, oui. Madame Beauchamp, vos histoires que vous nous avez relatées, excellent. Monsieur Jubinville, un livre ouvert. Merci. Vous avez vraiment, vous aimez le patrimoine, ça paraît. On a appris beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié les témoignages de Mme Beauchamp et de M. Jubinville. Restez parmi nous pour en découvrir davantage sur la paroisse Sainte-Félicité. Alors, à la prochaine.